Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver ce matin du 28 mai 2023. Donc, nous sommes ravis de vous recevoir comme d'accoutumé en cette matinée pluvieuse pour développer quelques thématiques avec des invités, mais également avec les amis qui viennent chaque dimanche, qui font partie de l'équipe de Bonjour d'Algérie. Et j'ai nommé là, justement, en l'occurrence, Yazideit Mahieddine pour ses coups de gueule et ses coups de cœur, Jaudet Gessouma pour les bonnes feuilles et Meriem Moussaïd qui nous met en valeur les vertus des plantes, ainsi que Aïda Meshri qui s'intéressera aujourd'hui de très près à la préparation des vacances, entre autres justement. Ça s'est fait lors d'une réunion qui a regroupé des spécialistes, des psychologues en l'occurrence, mais aussi des éducateurs du côté de Marcel Kabir, c'était à l'ouest du pays. Donc elle revient justement pleine d'idées par rapport à ce sujet en particulier. Et bien sûr, en sa compagnie, nous aurons l'occasion de parler de la petite enfance, de l'enfance et des risques majeurs qui planent autour des élèves dans différentes écoles. Et bien sûr, il y a différentes manières d'y pallier et aussi de lutter contre certains fléaux dans l'école, notamment le harcèlement. Une école s'est démarquée dans ce sillage, il s'agit des Capucines. Donc cette jeune école qui a choisi une petite opération pilote en introduisant des médiateurs parmi les élèves. On verra avec justement nos invités la manière dont ils ont mis en place ce plan de prévention en faveur de la jeunesse. Alors, justement, ce matin, nous aurons aussi l'occasion de parler de la jeunesse à travers un très beau reportage qui met en relief des talents, des porteurs de projets pour un concours, le Salon international du jeu et de l'épanouissement et des loisirs. Donc, ce sera un reportage qui mettra en valeur les talents de nos jeunes. Et puis, nous aurons aussi l'occasion de parler d'art plastique dans cette édition de Bonjour d'Algérie avec Madame Zahia Ghelimi, donc galeriste, qui vient avec une très belle annonce, une exposition qui se profile. 3 peintres et 3 regards vont se croiser sur les 6 messes de la galerie Dar El 15. Et les détails, ce sera avec celle qui a initié ce projet, auquel prend part, entre autres, Zahra Sellal Hachid et puis également Oul Hassi et Briki. Donc, ce matin, nous aurons aussi une autre note de poésie et aussi d'art avec le poète Amin Belhadj qui nous rend visite ce matin. J'espère que vous apprécierez cette note poétique ce matin dans notre édition. En tout cas, nous avons coutume de vous offrir les nouvelles du ciel tout au début et au commencement de chaque édition de Bonjour d'Algérie. On ne va pas déroger à cette tradition et ce sera dans un instant avec la belle voix d'Amel Laribi. Et c'est parti. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Pas très convaincue quand j'ai dit la belle voix? Bof. Non. Quelconque. Nous, on la trouve adorable cette voix. Vous Merci. êtes apaisante, voilà. Même quand les nouvelles sont pas bonnes, elles parviennent en douceur à nos oreilles, en tout cas, voilà. Ouais. À l'instar de ces pluies diluviennes qui ont quand même, voilà, causé pas mal de dégâts dans le pays. Oui, malheureusement. Vraiment, on est très compatissant avec toutes les familles atteintes par justement ces inondations, voilà, tout récemment cette semaine. En tout cas, qu'en est-il du temps aujourd'hui et que nous disent les cartes, parce qu'il pleut encore sur Alger. Oui. Alors, merci Nadia, bonjour à tous. Eh bien, on sera toujours sous vigilance orange pour aujourd'hui encore, sur une partie des régions centre, également l'est, surtout sur l'est, où des pluies seront localement assez marquées. Donc, le ciel restera souvent nuageux sur pratiquement l'ensemble des régions nord, avec quelques pluies cette fois-ci vers les régions de l'ouest. Puis une petite amélioration se fera sentir, mais en cours d'après-midi. Par contre, vers le centre et l'est, eh bien, on aura toujours des pluies, des averses sur les régions centre, mais ces pluies sont localement assez marquées, parfois orageuses sur les hauts plateaux centre, également les régions de l'est. Et vers l'est aussi, on notera quelques chutes de grêle durant l'après-midi. Donc, soyez très prudents. Et ces régions sont toujours sous vigilance orange.
et des pluies seront assez marquées. La moitié sud connaîtra des passages nuageux vers le Nord Sahara et les oasis. Ailleurs, rien à signaler. Le temps restera plutôt dégagé à partiellement voilé. À noter des zones de sable sur la wilaya de Tindouf, le Sahara central, le Nord Sahara et les oasis. Les températures, quant à elles, seront plutôt agréables pour la saison, avec toutefois un minimum de 21 degrés du côté de Tiaret, 22 Tizi Ouzou, 24 à Constantine, également Batna, 22 à Alger, Al-Biyad, 25 à Djelfa, 26 à Annaba, 27 Oran et Tlemcen. Au sud, 31 degrés à Béchar, 37 à Gardaya, 29 seulement à Biskra, 32 Tindouf, 34 à Janet, 37 à Adrar, 39 Insalah et enfin 42 à 43 degrés vers l'extrême sud, plus exactement Bodj Bedi Moukhtar et In Gazel. La mer aujourd'hui, elle se montrera plutôt agitée sur les côtes ouest avec des vents qui seront de secteur ouest à sud-ouest et 20 à 40 km/h et la mer sera agitée. 10 à 25 km/h sur les côtes centre, la mer sera peu agitée et elle sera de secteur sud et 15 à 30 km/h sur les côtes est et les vents seront variables et la mer sera plutôt calme. Et on va faire un petit tour cette fois-ci vers l'Amérique du Nord où le temps restera nuageux et pluvieux avec des pluies orageuses, plus exactement à Miami et Mexico, partiellement voilé à Vancouver, Dallas, Californie et New York. Plutôt couvert du côté de Washington, mais dégagé à Montréal. Côté Mercure, on relèvera 22 degrés à Vancouver, 20 en Californie, 29 à Montréal, 24 à New York, 21 à Washington, 29 à Miami et enfin le maximum cette fois-ci à Dallas avec 31 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, une petite image pendant que je mimais certaines personnes ce matin. Mais bon, ça va. Donc, merci infiniment, Amel, pour ces précisions. Je pense que vous avez peut-être un petit mot spécial à dire ce matin en faveur de votre mère, non? Oui, Bah oui, c'est la fête des mamans ce matin. Bah oui, c'est le dernier dimanche du mois de mai. Ah oui, c'est le dernier dimanche, c'est vrai. Tout à fait. C'est vrai, j'avais complètement oublié. En tout cas, on salue toutes les mères du monde. Et moi, j'ai envie de saluer la mienne en particulier et de lui dire combien je l'aime ce matin. Alors voilà, n'hésitez pas à faire part de vos sentiments à vos mamans aujourd'hui. Voilà, elles en ont toujours besoin. Elles sont dans l'attente souvent d'un petit geste gentil. Oui, oui, oui. Bonne fête alors. Bonne fête à toutes les mamans aussi. Et votre maman. À ma mère aussi. C'était un ordre là. Autre qu'à faire. Très bien, on salue la maman de Mel également. Merci. Et les mamans de tous nos collègues ici présents et tous ceux qui nous regardent ce matin. En tout cas, on va leur offrir plus qu'un petit coucou ou un petit salut. Une belle chanson, elle est signée du groupe Freakland, donc Touhachtek Yel Mema et c'est parti.
là un très bel hommage rendu par Shamsou Freakland à la maman ou voilà, comme ça vous plaît de l'appeler. En tout cas, on est ravis de recevoir une maman justement ce matin. Il s'agit de Madame Barchi Amel, bienvenue. Merci de nous avoir invités. Ben, merci et bonne fête à vous. Hein. Merci, bonne fête à la maman aussi. Une maman qui a si bien travaillé qu'elle a responsabilisé son enfant. Aujourd'hui, il est lycéen et j'ai nommé Rafiq Chabouni ici présent. Bonjour Rafiq. Merci de m'avoir invité aussi. Ça va? Merci. Oui, alhamdoulilah. Pas très intimidée par les caméras comme maman. Beaucoup plus à l'aise. En tout cas, on est ravis aussi de recevoir votre enseignant. Il s'agit de monsieur Mohamed Awimar ici présent. Donc voilà, vous représentez tous les trois une école en particulier, l'école Les Capucines. C'est ça. On va parler de cette école dans un instant. Le temps de dire bonjour à Aïda Mchri ici présente. Bonjour Aïda. Rabia. Ça va? Très bien, alhamdoulilah. En forme? En forme. On bien revient de ressourcée, voyage? De très loin. Pas si loin que ça quand même. Pas si loin que ça. 400 km? Combien? 400? 570. Hein, c'est vraiment loin. Mais voilà, j'apporte avec moi une énergie, une vision, une jeunesse extraordinaire avec bien sûr beaucoup d'amour et voilà, un échange extraordinaire entre les jeunes, les éducateurs et puis nous, professionnels dans différents secteurs. Très bien. Avant de vous laisser démarrer, alors j'ai envie de vous dire bonne fête maman, vous aussi. Merci. Quelle joie. Il arrive que les enfants oublient, alors autant vous le dire le matin pour Ça ne me pas qu'il y ait rappelle de aussi frustration. pour le dire à ma mère. Donc Oui. voilà. Hein. Voilà la Déjà, chaîne. je salue ma mère, Inch'Allah, al-khair al-afiya, saha pour nos mamans, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc voilà, c'était une rencontre entre professionnels, mais aussi entre jeunes éducateurs formés justement en préparation et en amont de cette saison estivale. Tout à fait, mais je crois que le plus intéressant et le plus fort, c'est un peu de parler des animateurs. Nous, quand on parle de l'enfant, l'accompagnement aujourd'hui, probablement qu'on va parler d'un phénomène ou de situations particulières, mais aussi vous savez que chez les enfants, ça varie, c'est énorme, il y a des situations complexes. Et ceux qui sont très proches de l'enfant, ce sont les gens de l'art, les gens du jeu, les professionnels des activités, les professionnels, les éducateurs, mais aussi les animateurs qui veillent à accompagner, à offrir cet espace jeu pour l'enfant. Et vous savez, ce sont les personnes les plus proches. Aujourd'hui, on prépare la saison estivale, on a beaucoup parlé du stress, des examens, Absolument. et puis voilà, comment vraiment sauter très haut et puis rebondir. Mais on oublie complètement que la vie n'est pas vraiment un examen, mais plutôt une activité, un jeu, un échange, une écoute, quelque chose qui peut, un partage aussi, quelque chose qui peut nourrir, mais aussi palper la souffrance des enfants en leur donnant la joie. Absolument. Et puis voilà, je crois que c'est pour ça que cette rencontre, elle vient au cœur de cette festivité à la wilaya de Tlemcen, chapeautée par le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya, M. Wahid Ayashi, qui a regroupé tous les cadres de la wilaya pour bien sûr organiser cette formation au profit des animateurs de 12 wilayas, et compris c'est des Blabès, Saïda, Al-Bayad, Tiert. Il y avait un échange extraordinaire dans l'expérience de ces wilayas et puis leur don avec les enfants. Avant de détailler tout cela, Rafiq avait envie de réagir. Il était dedans, il vous suivait attentivement et il acquiesçait à chaque parole. Pourquoi Rafiq? Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ce qu'elle disait? C'est que ce qui est bien dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle partage l'amour. C'est très, comment je peux dire, j'aime même pas les mots. D'accord. On partage Non, l'amour. mais c'est vrai que quand il y a de l'amour, ça bannit la haine, tout simplement. Ça bannit la haine. Ça bannit C'est tout ça. ce qui est violence, ça bannit tout ce qui est difficulté, C'est ça. tristesse. Voilà, Oui. quand il y a de l'amour, il y a de la joie souvent qui Exactement. accompagne. Alors, pourquoi alors cette formation? Dites-nous, Aïda Mchri, pour ceux qui ne connaissent pas Aïda Mchri et qui nous suivent pour la première fois, c'est la psychologue qui vous donne et prodigue chaque semaine, les dimanches, des conseils en psychologie. Alors, donc voilà, qu'en est-il sur le plan psychologique? Je crois qu'aussi, je souligne le travail avec l'organe national de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, dans l'échange, ce projet vient en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, mais aussi
de la wilaya de Tlemcen. Et vous savez, dans l'échange et dans la construction, on revient à ces droits de l'enfant, on revient à simplifier, à parler de l'enfant lui-même, mais aussi à structurer tous les professionnels qui l'entourent, pas non seulement dans quelque chose qui va aider à développer, mais de prendre conscience pourquoi on le fait. Et ça ne marche pas, comment réparer. Je crois que c'était le désir et puis la volonté de M. Wahid, le directeur de la wilaya, DGS de la wilaya, que je remercie vivement, qui a veillé à accompagner le professionnel pour qu'il puisse comprendre qu'un enfant, ce n'est pas un objet, qu'il faut faire très attention, que dans sa relation, il faut vraiment beaucoup d'amour, mais aussi une prise de conscience et aussi une volonté, non seulement pour vraiment faire notre métier, nous tous on a des casquettes très différentes, mais aussi de leur donner ce cœur vivant pour qu'on puisse réparer ensemble. Et c'est là le côté thérapeutique c'est vrai que dans souvent l'histoire. on a l'impression qu'une colonie de vacances a pour vocation uniquement d'amuser, de distraire les enfants, vous êtes d'accord avec moi, décompresser après une année difficile, une année de labeur. Donc on arrive dans cette colonie de vacances et on joue à volonté. Mais ces jeux sont-ils vraiment ciblés? Très bien. Finalement. Très bien. C'est son ciblé, c'est son pédagogique, c'est ça parle à ces profils d'enfants. S'il y a des enfants harcelés, comment vraiment répondre et les accompagner de l'intérieur. Moi, je crois que ce que j'ai vu, ce que j'apporte aujourd'hui, si vous parlez d'amour, vous savez, les gens, comment ils étaient dans un désir de don et d'échange avec beaucoup d'amour, comment cette partie, ils sont fiers d'abord de leur tradition, de leur région, mais aussi fiers de leur pratique et dans l'échange. Je ne cesserai de remercier ces gens parce que vous savez, je crois que c'est la spécificité de la jeunesse et des sports. C'est quand ils donnent, c'est avec un cœur d'enfant. Il y avait la casquette et la rigueur chez tous les cadres qui étaient présents, le représentant de la Ligue, les inspecteurs, le directeur de l'auberge de l'Marsa, l'assistant de M. Wahid. Donc voilà, je citerai Ahmed, Brahim, Atiq, voilà Ramadan, toutes ces personnes que voilà, enchaînées entre eux, ils avaient la rigueur et le costume et la casquette présence, mais ils avaient aussi le cœur d'enfant, ils pouvaient chanter en chorale, et puis voilà, applaudir ensemble, trouver ce rythme, et puis il y avait quelque chose dans le jeu infantile qui ont réveillé un peu nos émotions, et c'est un peu dans la communication. Comment nous, adultes, à travers nos casquettes, on peut simplifier notre discours pour qu'on soit enfant avec l'enfant. Et puis vivre cette partie, je crois que c'est ce qui nous donne encore vie et énergie. Absolument, Aïda Machli, je suis entièrement d'accord. Et vous me tendez une très belle perche pour parler cette fois-ci de l'école Capucine et de son expérience. Voilà, c'est aussi une chaîne humaine très importante qui met en avant des outils de communication assez innovateurs dans cette école. Donc c'est un exemple pilote dont on va parler. Peut-être que l'enseignant présentera un petit peu le projet avant. إذا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. إذا عندما نتحدث حول إذا نحن نمثل المدرسة الخاصة لكابوسين سكا كابوسين حيدرا. إذا هناك تنمر في المدارس الجزائرية بكثرة. إذا فعمدنا إلى أن نناقش هذا الموضوع. هناك أسباب التي تدفع إلى التنمر، أسبابه وعلاجه أو الحلول الجذرية أو الوقائية على الأقل من الحد من التنمر. Très bien, donc je traduis rapidement pour ceux qui ne connaissent pas l'arabe. Donc on parle essentiellement d'harcèlement. Dans cette école, on essaie de comprendre et d'analyser les causes qui sont derrière ces harcèlements et ces différents exemples et manifestations au sein de l'école. Donc voilà, l'école a réfléchi à des solutions de manière à éradiquer le phénomène. Voilà. C'est ce que vous disiez, n'est-ce pas? On a essayé, du moins. Donc, une des manières que vous avez initiées, c'est aussi d'avoir un médiateur qui est voilà, du même âge que ses enfants, qui parle la même langue que ses enfants. Et c'est en l'occurrence Rafiq ici présent. Donc, vous jouez le rôle de médiateur auprès de vos camarades. C'est ça, je joue le rôle du grand frère, on va dire, on peut dire un petit peu comme ça, de l'ami. Et je suis... Le truc qui est bien, c'est que je suis du même âge. Je les comprends. C'est pas quelqu'un d'adulte ou... Je suis du même âge. Je peux très clairement
les soutenir, les aider, etc. Donc voilà, c'est un truc qui est très bien. Et dans notre projet, dans notre démarche, l'association Un Nouveau Départ, la prochaine association Un Nouveau Départ, on va aider les jeunes qui sont harcelés. Oui. Et on va leur donner des outils, comment améliorer. Tête. Voilà, exactement, tenir tête. Tenir tête. Tenir tête quand on fait Voilà, comment parler. C'est Parce ça, que comment souvent, parler. ce qui est plus dangereux, c'est le silence. Le silence, ils n'en C'est parlent bien pas. cela. Ils restent silencieux parce qu'ils se disent dans leur tête qu'ils méritent ça. C'est comme ça, ils se disent ils méritent ça alors que non. معناه يتقبل إهانة التلميذ يصبح كأنه مهان من قبل إما مجموعة من التلاميذ أو من تلميذ معناه من تلميذ من واحد فقط ولكن معناه يصبح يتقبل هذه الإهانة كأنه هو أصلا خصص لهذا الشيء واضح Voilà, l'enfant, c'est vrai qu'il subit, mais en même temps, il finit par se dire oui, ok, ben, c'est normal, c'est comme ça. Il subit et en silence, il ne parle pas, il ne وممكن s'exprime حتى pas. يعني الأولياء التلميذ لا يعرفون بهذه الأشياء ممكن أنه يجعلها كمكبوتات في نفسه لا يفصح بها Aïda Mechili, donc qu'est-ce que ça dénote justement, cette manière de ne pas parler de ce mal? J'ai envie de dire que ça c'est l'être humain aussi. Vous savez, dans notre éducation, on a repère dans l'approche avec l'enfant, on a plutôt tendance à souligner quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. C'est cette manière qui donne à l'enfant cette position là où ça ne marche pas. Tout de suite, il fait retourner le miroir. Je le mérite parce que je n'ai pas obéi, parce que je n'ai pas écouté. Donc ce phénomène de culpabilité qui vient chez les individus, ça c'est humain chez nous tous. Oui. Ce qui nous revient maintenant comme thérapeutique, si on va essayer de réfléchir aux solutions, c'est vraiment d'inviter les gens à se positionner dans le statut de victime et c'est l'autre qui est plutôt l'agresseur. Donc ce n'est pas parce que c'est moi, hein, je ne le mérite pas, ce n'est pas parce que, mais c'est l'autre qui est en train de m'agresser et ça on coupe un peu la chaîne de l'agressivité, on va dire, de cette toxicité relationnelle pour qu'on puisse lui donner cette posture, ce regard, cette confiance en soi, oui, qui revient. هناك من يرجعه من علماء النفس مثلا إلى قوة الشخصية هناك من لديه شخصية قوية تلميذ مثلا ولو يعني صغير إما في الابتدائي أو في المتوسط أو في الثانوي أو في الجامعة وهناك من لديه ضعف الشخصية وبالتالي ماذا يسهل عليه عملية التنمر. Oui, on a une maman ici présente. Donc voilà, Rafiq aujourd'hui est un jeune lycéen, mais il y a eu tout un parcours et pendant ce parcours, j'imagine un peu que vous vous teniez le ventre souvent en écoutant les récits de certains parents dont les enfants ont subi des harcèlements ou voilà, en lisant un article par-ci. Alors comment est-ce que vous avez fait cette traversée et aujourd'hui Rafiq se met dans une position voilà, assez particulière, comment vous le vivez? Alors comme je disais tout à l'heure à Madame Meché, c'est un enfant depuis tout petit, il se sentait vraiment impliqué et il est très lucide de ce qui se passe autour de lui parce qu'on a souvent tendance à penser qu'un enfant qui s'investit dans une association pareille, dans une démarche pareille, c'est qu'il a été victime de ça, or que pas du tout. Mais il voyait autour de lui les enfants, il ne supportait pas certaines injustices et il arrivait à en parler avec eux. Est-ce qu'il a des frères et sœurs ou pas? Il a 2 frères. Est-ce qu'il est protecteur avec ses frères et sœurs? Il est très protecteur. Souvent, il prend mon rôle à la maison. D'accord. Oui, donc déjà, donc il a été responsabilisé par ses parents, donc voilà, souvent délégué apparemment. Son père, surtout qui est dans l'associatif, et donc il a initié. Ah d'accord. Donc l'inspiration vient de là. C'est papa le modèle, hein, c'est le papa. Exactement. Très bien. Donc aujourd'hui, donc vous avez déjà compris, observé, vu papa, vu autour de lui comment ça se passait, comment on peut intervenir. Mais au sein de l'école, est-ce que les amis, les élèves, les camarades vous font confiance? Est-ce qu'ils viennent vers vous, vous raconter des petites confidences? Alors non. Ah, ça, pas encore. C'est ça. Ils ne viennent pas me raconter des confidences. C'est rare. Des fois ça arrive. Mais c'est que quand ils ne raconte pas, c'est ça le problème. C'est qu'après, il ne pourra jamais régler le problème. Il ne sait pas, ça va continuer.
continuer jusqu'à un moment où il sera peut-être dépressif, peut-être qu'il y aura des conséquences à long terme. Quand il va grandir, il va manquer de confiance en soi, il va pas pouvoir, par exemple, on est sur un plateau, il va pas pouvoir parler en public, par exemple. La confiance en soi n'est pas là, à cause de ces persécutions. Et dans ce harcèlement scolaire, c'est que l'enfant qui harcèle, l'enfant persécuteur, il ne sait pas qu'il harcèle. Dans le cas où il ne connaît pas les termes harcèlement scolaire, il ne sait pas qu'il le fait à répétition, puisqu'il est inconscient de ça, l'enfant. Et il a l'impression que c'est un jeu. C'est ça, il a l'impression que c'est un jeu avec ses amis, comme c'est un phénomène de groupe. Et ces 10 dernières années, cette dernière décennie, on remarque qu'il y a du cyberharcèlement qui s'accompagne en dehors de l'école. Absolument. C'est-à-dire que dans les années 80, par exemple, l'élève, il était harcelé à l'école, d'accord, il rentre à la maison, il y a la famille qui l'accompagne, qui le met autour de lui, ça va un petit peu. Voilà, ça rassure, ça... Là, il est isolé. Il rentre à la maison, il est encore harcelé à travers des groupes scolaires. Il y a des publications, par exemple, sur les réseaux sociaux. Il crée des comptes, par exemple, qui... oui, en utilisant des termes blessants, des termes qui sont réducteurs, rabaissants. C'est ça, voilà, et c'est ça tout le problème. Ça fait que l'enfant reste toujours dans ce monde. Ça l'isole. ممكن أن نشير هنا إلى أن مثلا لو نعود إلى الثمانينيات أو التسعينيات مثلا في الجزائر ليس هناك تنمر إلى هذا الحد الذي نعيشه اليوم. لماذا؟ مواقع التواصل الاجتماعي أثرت بطريقة سلبية على التلاميذ في المدارس. معناه في المدرسة ممكن أنه يتنمر عليه، معناه يبقى منعزلا، ثم عندما يأتي إلى المنزل يبقى منعزلا مع هاتفه، معناه يبقى دائما ماذا؟ بعيد عن المجتمع أو بعيد عن الأسرة التربوية. Est-ce que vous avez vous-même en tant qu'enseignant reçu des élèves, eu l'écoute pour un élève en particulier? Est-ce que vous avez eu à aider نعم، هناك مجموعة من التلاميذ بما أننا معناه تسمى وزارة التربية ثم التعليم، معناه التربية هي الأولى. معناه لو كانت هناك تربية معناه سليمة 100% لما كان هناك تنمر في المدارس. معنى هناك تلاميذ يأتون إلي يقول مثلا أستاذ قال لي أنني بدين مثلا من حيث الشكل مثل المظهر أو الفيزيولوجي، خاصة أثناء المراهقة. معنى يتحول الطفل في سن المراهقة، معناه تبدو عليه مثلا علامات المراهقة، وبالتالي ماذا؟ هناك تنمر عليه. هذه من الأسباب. C'est vrai. Donc l'aspect physique est souvent l'objet, le prétexte utilisé pour harceler. Le premier prétexte, qu'est-ce que vous en pensez, Aïda? C'est haut et fort. La langue aussi, la différence dans l'accent et le langage, la couleur de peau, la nature des cheveux, ceux qui portent des lunettes et d'autres noms. Les boutons, la puberté qui arrive. مثلا هناك ما يسمى بالتأتأة مثلا تأتي في الكلام، يمكن أنه التلميذ معنى حالته هكذا. نعم. ثم هناك التلاميذ يضحكون عليه، ومثلا يسمي التنمر أو يسمى التنمر تنمرا إذا تكرر الفعل أو الإشارة أو الحركة أو بالكلام أو بالضرب. هناك من يصل إلى حد الضرب إذا تكرر معناه لعدة مرات وبنفس الكلمات. هذا ما يسمى بالتنمر. Voilà, quand vous avez des cas de jeunes qui s'isolent ou qui sont assez marginaux, est-ce que vous tentez, vous en tant qu'élève, camarade, de l'inclure dans vos activités sportives, ludiques, etc. Est-ce que vous le faites? Oui, c'est ça, c'est le but en fait, on l'inclut, on essaye de faire comprendre aux autres élèves qu'il n'y a pas qu'à de faire ces persécutions répétées et que on les prend conscience, on leur fait prendre conscience du fait de ce qu'ils font, et ça marche dans la plupart des cas, ça marche, mais des fois ça persiste, malheureusement, et c'est très grave. Donc, voilà. Oui, vous discutez beaucoup avec les parents d'élèves autour de vous, dites-moi Madame Barchi. Moi personnellement pas beaucoup, mais dans leur école, ça va, alhamdoulilah, la directrice, c'est vrai qu'elle est très très impliquée, donc elle essaye vraiment de tourner dans les classes, dès qu'il y a un petit souci justement de régler ça. Mais le but de la démarche, c'est de sortir aussi de l'école et de généraliser ça et d'aller aussi vers on va dire un public plus large, c'est-à-dire pour que ça soit un peu national.
Oui, absolument. Donc, à travers l'idée de créer donc un collectif ou une association, voilà, une démarche comme ça dans ce sens qui va fédérer un peu les efforts, voilà, de tous les élèves soucieux justement d'améliorer les conditions dans l'école. C'est ça. Donc, jusque-là, vous êtes nombreux, ça va? On va commencer ça commence bientôt l'été, Inch'Allah. Oui, l'été. C'est vrai, avec les examens en moins, ça se passera mieux. Bon, c'est vrai que là, les réseaux sociaux vont jouer un rôle meilleur que le premier qu'on a cité. On peut bien utiliser les réseaux sociaux, par exemple. Les réseaux sociaux, c'est un outil. Certes, il a des dangers, ils sont graves, mais on peut l'utiliser bien, genre pour propager des informations utiles, des idées, des idéaux. Voilà, comme le fait de créer comme ça ce collectif ou cette association. Vous l'avez nommé comment, rappelez-moi? Un nouveau départ. Un nouveau départ. Et c'est vrai que c'est carrément une page tournée quand on se débarrasse de ces complexes ou de ces harceleurs. Hein, Aïda Mechri? Tout à fait, mais je crois qu'il faut s'inscrire dans cette réparation parce que si on attend que la victime fasse sa vraie demande, c'est un peu compliqué. Je crois que c'est à nous maintenant de jouer ce rôle de médiateur. Il le fait bien avec sa cravate et puis son costume, le petit diplôme. Écoutez, c'est impressionnant, mais aussi de l'aspect, de l'esprit un peu des jeunes que j'ai accompagnés, je viens aujourd'hui, je crois que le jeu aussi, l'écoute, le fait de rentrer aussi, de partager le vécu des enfants, ça aide énormément à palper, à détecter ces situations de souffrance. C'est une vraie souffrance, ça il faut le dire. Oui. Et si on parle de souffrance, c'est quelque chose qui se casse. Il y a quelque chose de très angoissant, il y a des larmes. Et je crois qu'on a les outils. Tant qu'ils sont petits, c'est la nature de l'être humain. Il faut qu'on puisse réparer avec tout ce qu'on a outils et puis beaucoup de dents, un cœur et une cravate comme ça dans l'échange. Bon, voilà, tout à l'heure, elle vous a fait une confidence. Je pense que le public n'a pas, enfin les téléspectateurs n'ont pas écouté cette petite confidence. Alors comment est Rafiq dans la vie? Là, elle est en train de faire une remarque par rapport à son élégance. Et donc, il est tout le temps élégant? Il est tout le temps, oui, il est tout le temps. D'ailleurs, ses profs l'année dernière me disaient, bon, il nous a un petit peu complexé parce qu'il vient tous les jours avec sa cravate, son costume. Et là, on est obligé d'en faire autant. Et ça fait 3 ans qu'il veut montrer un autre modèle qu'il y a sur les réseaux sociaux et qu'il y a dehors. Il refusait justement de se mettre avec des jeans et avec... bon, c'est très bien pour les jeunes. Oui, bien sûr, après tout, oui, bien sûr. Mais avoir sa petite touche à lui, son style, c'est quand même quelque chose. Touche et de par son apparence... inciter justement peut-être les jeunes à le prendre peut-être comme exemple et aller vers lui et le prendre au sérieux et se confier. J'espère que les confidences vont pleuvoir. Qui sait, peut-être que certains camarades ont regardé la séquence aujourd'hui et qu'ils ne sont pas au courant de ces idées, de cette envie, de cette volonté justement d'aide et de partage. J'espère qu'ils seront nombreux à vous suivre en tout cas. C'est ça. Voilà, on était ravis en tout cas de vous recevoir aujourd'hui, Rafiq. Donc Rafiq Chabouni, donc un nom à retenir. Je pense que dans quelques années, on va vous inviter en qualité de président d'association. Inch'Allah, oui, effectivement. Voilà, j'espère en tout cas que le projet aboutira et que vous aurez à nous raconter de belles aventures avec les amis. Donc merci également à monsieur Mohamed Daouimel, ici présent. Donc vous êtes enseignant à l'école des Capucines, enseignant dans quelle discipline? Au lycée. Oui. Ouais. Professeur d'arabe. Professeur d'arabe, mashallah. Donc on est ravis de vous recevoir ce matin également, Madame Barti Hamel. Donc voilà, vous avez de quoi être fière. Hein? Voilà. Je ne sais pas si le reste de la fratrie est pareil, aussi dynamique aussi. Non, alhamdoulilah, franchement. C'est génial. Vraiment. C'est génial. J'espère qu'ils vous le rendront bien, ne serait-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est la fête des mères et qu'on salue toutes les mamans qui nous regardent ce matin. Merci infiniment, Aïda Mechri également, pour cette participation. Et on va continuer, mesdames, messieurs, de parler de jeunesse à travers de très beaux projets portés par des jeunes qui ont pris part tout récemment à un concours dans le cadre du Salon international du jeu, de l'épanouissement et des loisirs, le CIJELA, donc, et c'est couvert par Walid Yousfi, rien que pour vous.
Ce sont là les derniers préparatifs à quelques jours du début de la compétition. Ces jeunes porteurs de projets sont réunis ici pour peaufiner leur présentation. Objectif, mettre en avant leur idée pour être prêts à pitcher leur projet le jour J. Nous avons décidé de lancer une collection inédite en Algérie qui parle de sujets tels que la maladie, tels que la trisomie 21, les enfants de la Lune. Voilà, parce que sur le marché algérien, il y a des ouvrages, il y a des livres qui parlent de ces sujets-là. Mais ça s'adresse aux adultes. Donc il y a des termes scientifiques, des termes médicaux que l'enfant ne comprend pas. Donc notre idée à nous, c'est de parler de ces sujets-là en s'adressant à l'enfant avec des illustrations et des mots simples. Bracelet intelligent. J'ai mis en place un bracelet intelligent qui émet un son dès que l'enfant accède à la cuisine, à la salle de bain ou autre endroit où il y a potentiellement un danger pour lui. Le bracelet envoie un signal et permet d'avertir les parents en cas de danger. Je pense que c'est une opportunité, c'est l'idée du salon Sidjilla, c'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ils ont touché une catégorie qui a été carrément exclue du marché. Le concours en question commence à partir du 1er juin, à l'occasion du Salon international du jeu, de l'épanouissement et des loisirs. Un salon qui propose aux visiteurs les dernières découvertes et nouveautés dans le monde de l'industrie du jouet et l'univers de l'enfant. Aujourd'hui, c'est le thème qui a été le moins abordé, mais qui a le plus de besoins. Il y a très peu de choses qui sont faites. On voit que les enfants sont accrochés à leurs écrans, mais pas de la bonne manière. Donc on diabolise très souvent la technologie et on essaye de l'éviter. Alors que utilisée à bon escient, elle peut apporter beaucoup de choses et faire gagner des années en termes d'évolution et d'éducation. Le concours est encore ouvert. Donc venez nombreux, inscrivez-vous. Même si l'idée n'est pas encore finalisée, on vous aidera justement à aller au bout de cette idée. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Pour cela, vous pouvez accéder à la plateforme numérique du salon et suivre les étapes pour vous inscrire, et ce, avant le 31 mai prochain. Voilà, une belle affiche vient de m'être tendue par notre invitée qui s'installe. Il s'agit de Madame Guelimi, ici présente. Zaya Guelimi, bienvenue. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous, surtout quand vous nous annoncez de si beaux événements que vous préparez. C'est dans le cadre d'une très belle exposition qui sera animée par 3 artistes. 3 peintres et 3 regards vont se croiser à Dar el 15, votre galerie. Exactement. Écoutez, c'était un choix, c'est-à-dire au départ, c'était une exposition de Zohra Sellel. Oui. Ça faisait un moment qu'on en parlait. Et puis, vraiment, il y a 2 mois à peu près, je lui ai proposé, enfin, je lui ai en tout cas suggéré d'accepter de partager cette exposition avec 2 autres artistes. Oui. 2 autres artistes qu'elle connaît bien. Et puis, vous savez, le monde de l'art est en difficulté depuis quelques années et les artistes vraiment souffrent beaucoup. Donc, ça a été spontané, elle m'a dit avec plaisir. Oui. En plus, ce sont des peintres qu'elle connaît, qu'elle apprécie. Donc, c'est comme ça que j'avais appelé Mohamed El-Hassi, Assidia et Briki. Amar Briki. Voilà, et c'est donc 3 peintres. Les 2 premiers sont à peu près de la même génération, mais Briki est un peu plus jeune. Oui. Et c'est des styles tout à fait différents. Absolument, mais en revanche, je pense que si vous avez fait ce choix, c'est parce que vous avez vu quand même quelques points communs quelque part. Points communs, et puis en plus, je trouvais que le fait aussi qu'ils aient des styles différents, même pas de la même génération, c'est bien. Moi, quand je vais dans une galerie, avant, parce que quand même j'en fréquentais maintenant beaucoup moins parce que j'ai pas le temps, mais j'aimais bien voir des peintres différents. Là, vous connaissez ces 3 peintres, et donc vous connaissez le travail de Zohra Sellel. Ils ont des palettes différentes, voilà, mais en revanche, ils sont dans la mouvance abstraite. Ils se connaissent, ils s'apprécient, c'était très important. Donc voilà, j'espère que c'est un beau mélange et que ça va plaire et ça va faire plaisir à tout le monde. Absolument, je pense que c'est un excellent choix. Tous les 3 sont aussi très attirés par un genre en particulier, l'art abstrait. Oui. Donc Zohra Hachid Sellel, qui est également photographe, qui est également Elle est tout. Elle est tout. sculpteur, même dans la couture.
Oui, Non, c'est une franchement, touche à hein, oui, tout. oui, oui. Et donc, et aussi, elle a un ancrage très profond par rapport à son héritage, donc à la culture de ce pays. Absolument, absolument. Je sais que vous la connaissez assez bien et vous connaissez un petit peu son parcours aussi. Absolument. Ça a été un parcours extraordinaire parce qu'elle n'a jamais fléchi et quand même, ça fait quand même longtemps qu'elle est dans ce domaine-là. Mais comme elle est très curieuse et elle n'aime pas, c'est pas statique, ça bouge beaucoup, toujours. Oui. Mais quand on voit un tableau et on ne voit même pas la signature, on sait que c'est. Zohra Rachid Sellal, effectivement. Pour Ould Hassi, c'est la même chose. C'est pareil. C'est son style. Et Briki, alors là, c'est à fond parce que c'est le seul qui fait ce genre de travail. Donc, vous savez, on a une palette magnifique. Il voyage dans l'âme humaine, Briki, avec sa touche à lui. Oui, oui. Voilà, dès la vie et des contrastes voilà, qui lui sont propres. Oui, 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 que ce soit des paysages, que ce soit des personnages, avec ses gribouillages, comme je lui dis. C'est magnifique. C'est vrai, c'est magnifique. Et puis en plus, c'est quelqu'un, c'est sincère. C'est pas quelqu'un qui joue avec l'art, etc. Il ne le rajoute pas. Il est vraiment, c'est quelqu'un de particulier. Oui. Et c'est Zohra Sellal qui me l'avait envoyé. Elle lui avait dit, voilà, voir, tu verras, tu peux travailler avec elle et tout. Ça fait déjà quelques années. Hein. Il est avec moi depuis au moins 15 ans. Et ça n'a pas changé. Hein. C'est toujours, effectivement, donc oui. elle avait raison de vous l'envoyer. J'imagine, oui. il est venu avec ses travaux et ça vous a tout de suite Il est venu avec ses travaux, il est attiré. reparti sans ses travaux. Ils sont restés dans la galerie. J'ai dit, je m'en occupe, je les encadre et tout. Oui, oui. Et je me rappelle, c'est vrai que ça remonte à loin. J'ai tellement de souvenirs comme ça. Je ne me rappelle pas de tout, mais il y a certaines choses qui m'ont marqué. Absolument. Oui, oui. Qu'en est-il d'Ould Hassi? Ould Hassi a eu quand même des problèmes de santé, où tous les artistes se sont réunis, et puis ils ont bougé pour l'aider, parce que c'était quand même une intervention qu'il fallait qu'il subisse. Oui. Et malheureusement, il ne va pas venir à l'exposition, je le regrette, d'ailleurs je l'embrasse. On lui souhaite un prompt rétablissement en tout cas. Et je sais qu'il nous regarde, donc je l'embrasse très fort. Oui, par la magie de l'image, vous l'avez fait pour Souhila Belbahar avant son départ. Je l'ai fait aussi parce qu'elle y tenait. Elle a assisté à son vernissage. Non, elle n'est pas venue malheureusement. Non, oui, elle a assisté. Via sa fille, donc qui avait filmé comme ça. Et puis en même temps aussi Canal Algérie, puisqu'on a fait une émission aussi avant. Tout à fait. Donc heureusement que je l'ai faite parce que je ne voulais pas. J'étais tellement d'abord très proche d'elle, puis je la voyais, j'allais tous les jours la voir, et puis elle insistait. Et puis c'est-à-dire que physiquement, j'étais pas. J'arrivais pas. Oui. Voilà. J'avais un blocage. Et puis finalement, 3 semaines avant, j'ai dit non, il faut que je la fasse parce que si jamais il lui arrive quelque chose, je vais regretter. Oui. Donc, elle a eu son expo. Toute sa famille était là. Il y avait beaucoup de monde. Et puis, elle a vu l'émission à la télé. Voilà, et j'imagine que Ould Hassi aura le même bonheur de voir ces tableaux aux côtés de ceux de Ammar Briki et de Zohra Rachid Sellal. Et j'imagine que quelqu'un va lui faire l'amitié de transmettre en direct ce beau moment. Ce beau moment, on en parle depuis tout à l'heure. Ça va être donc le coup d'envoi la semaine prochaine, donc samedi prochain. Le 3 juin. Et puis je vais la laisser jusqu'à la fin du mois, parce qu'il y a quand même 3 bons peintres. J'espère que ceux qui ne pourront pas venir au vernissage pourront venir après. Ils ont en tout cas tout le temps, tout le mois de juin. Voilà, tout le mois de juin, donc ces 3 regards, ces 3 artistes peintres seront là pour raconter un petit peu leur vécu. Chacun son histoire. Chacun son histoire, chacun son environnement, ou des environnements, parce que c'est vrai que ce sont 3 artistes qui sont sensibles à tout ce qui se fait dans le monde, pas seulement chez eux. Oui. Ils sont très ouverts. Très ouverts et très à l'écoute. Non, ils s'intéressent à ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a eu une période tellement longue et difficile pour tout le monde, mais les artistes particulièrement. Vous parlez de la mise en pause de pandémie, c'est ça? Oui, et c'est très très dur, ça a été très mal vécu par les artistes parce que c'était leur seul revenu. Il n'y avait pas d'expo, les gens ne sortaient pas, on avait tous peur, etc. Donc ce qui fait que, vous savez, quand il n'y a pas de rentrée régulièrement, ils ne roulent pas sur l'or. Hein. Donc ça, c'est ça qui m'a le plus
Il y a eu quelques échanges et quelques expositions virtuelles, mais ce n'est pas, ça ne se substitue pas au charme de sentir la couleur, la vraie couleur d'une œuvre. De se retrouver, de se réunir pour voir justement une exposition. Et puis il ne faut pas oublier aussi qu'ils vivent de ça. Oui. Donc imaginez quand il n'y a pas d'expo, il n'y a pas de vente, même s'il y a eu des expositions. Mais très légère. Bon, mais j'espère, ça y est, je crois qu'on est sorti de tout ça. Mais partant d'une expérience personnelle, regarder une œuvre sur un catalogue, dans un livre, dans une revue, c'est pas comme la voir sur une cimaise avec les lumières qui sont adaptées. Le monde, les échanges qui se font. Absolument, les réactions de son public. Oui, et puis on les a, les réactions sur place. Moi, je les ai, parce qu'on me les fait, mais les artistes aussi. Les artistes sont là et donc ils discutent. On leur pose des questions. C'est très vivant, c'est très chaleureux et c'est très convivial. Et c'est un peu l'objectif d'une exposition parce que c'est vrai qu'un artiste est là pour donner sa perception, la traduire en couleurs, en graphisme, en forme. Mais voilà, ça dépend un petit peu de l'expression de chacun. Mais à un moment donné, on a besoin du regard de l'autre. On a besoin de confronter cette œuvre à la critique de celui qui regarde et qui reçoit toutes ces émotions. Absolument, mais ça se voit, vous en parez très bien parce que vous êtes quand même dans le domaine. On est sensible en tout cas à tout ça et effectivement, cette solidarité nous touche beaucoup de savoir que les artistes ils étaient en difficulté, il faut dire le mot. Non, franchement, oui. Et puis ça a duré longtemps quand même. Bon, il y en a qui peut-être étaient plus à l'aise, mais moi j'en connais beaucoup et j'essaye de... Là, oui, que ce soit les musiciens ou les plasticiens, tous les artistes confondus en empathie. Bon, je parle du domaine que je connais bien, c'est tout, mais effectivement. Une syndicale des musiciens est née par rapport à cela. Peut-être qu'il y aura un jour une syndicale des plasticiens également pour protéger. Donc voilà. Espérons s'il y a quelque chose à faire, moi je suis prête à bouger. Inch'Allah. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont avoir le bonheur de revenir à Dar el-Kanz, cette galerie qui existe depuis déjà combien d'années ? 27 ans. 27 ans, c'est pas rien. Donc bravo en tout cas de maintenir le cap et d'offrir l'opportunité à des artistes d'être visibles à leur public, de partager ces moments tellement beaux. Exactement. Voilà. Un pur Donc bonheur. ça va être un pur bonheur samedi prochain. C'est à quelle heure le vernissage ? À partir de 2h. À partir de 2h. Comme ça permet aux gens qui peuvent venir tôt. 2h, la galerie est ouverte et puis bon, après on ferme quand il n'y a plus personne. Voilà. Donc il n'y a pas de... l'heure d'ouverture, mais pas de fermeture. Très bien, excellent. Donc, en tout cas, ça se poursuivra jusqu'à la fin du mois de juin. Jusqu'à la fin du mois de juin, voilà. Donc, j'espère que le public viendra, honorera cette invitation, parce que c'est une invitation que vous lancez aujourd'hui. Je lance une invitation parce que je ne connais pas tout le monde. Il y a même des gens qui connaissent la galerie, mais que je n'avais pas leurs coordonnées. Donc, on a invité, pour ceux qu'on avait les coordonnées, et les autres, vraiment, ils sont les bienvenus. Et puis, il y a quand même 3 peintres qui les attendent. Et s'ils sont bien entourés, s'il y a du monde, c'est un pur bonheur pour eux. Absolument. Donc, 3 peintres, 3 regards est l'intitulé de cette belle exposition qui se profile à l'horizon. Donc, ce sera à la galerie Dar el-Kanz. Pour ceux qui ne connaissent pas, la galerie se trouve donc à lotissement Bouchaoui, en face de la forêt de Bouchaoui. On est à côté, on est collé à la forêt. Très bien. Donc, pourquoi pas un 2 en 1 en plein week-end Oui, aller faire une bonne marche après. Absolument. Une petite marche au sein de la forêt. Donc, et après, une très belle visite donc, dans l'univers de Zohra Hachid Sellel, Mohamed Hassi et Ammar Briki, donc qui vraiment seront ravis de vous recevoir, j'imagine. Merci infiniment, Madame Guelimi. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup de m'avoir reçu et de m'avoir donné l'occasion de passer l'information. Merci. Oui. En tout cas, merci infiniment et merci à ceux qui nous suivent depuis ce matin. Merci aussi à Afaf Belouchet qu'on salue ce matin et qui nous a envoyé de Paris un sujet qui marque la célébration de la journée de l'Afrique, une journée qui existe déjà depuis 2015 et qui est réservée à l'héritage africain, à ce patrimoine africain, qu'il soit matériel, immatériel ou naturel. Donc il est mis en relief par les différentes nations, qu'elles soient africaines ou
ailleurs en fait. C'est une journée mondiale qui est célébrée un peu partout pour mettre en relief tout l'apport de ce continent à l'univers. Donc c'est l'UNESCO qui est à l'origine de cette initiative et aujourd'hui nous en parlons grâce à Afaf Belouchet dans ce compte rendu. C'est une édition très symbolique et celle 2023 de la Semaine africaine à l'UNESCO qui débute le 25 mai de chaque année et pour cause. Une date qui commémore la Journée mondiale de l'Afrique, célébrant la création de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963, devenue depuis l'Union africaine qui a soufflé sa 60e bougie. On est à l'âge de la sagesse. L'Afrique est fière de proposer ce message qui témoigne de son identité, de la capacité de résilience et de l'énergie sociale qu'il y a dans la jeunesse pour l'avenir du monde. C'est une célébration qui nous a tous réunis. Nous sommes ici pour célébrer cette journée avec tous les pays du continent africain. 60 ans que nos pères fondateurs ont édifié la voie pour notre continent, avec les objectifs de départ qui étaient de libérer l'Afrique, toute l'Afrique. Nous savons qu'il reste encore une colonie et nous espérons aboutir à la libération totale de l'Afrique. Un regret partagé par le président du comité d'organisation de la Semaine africaine à l'UNESCO qui a rendu hommage à l'Algérie pour son soutien indéfectible à la lutte des peuples africains pour leurs indépendances jusqu'à faire régner ce souffle de liberté sur l'ensemble du continent. The voice of Algeria. Depuis la fin des années 50 jusqu'au début des années 70, la voix de l'Algérie a toujours été forte. De par sa position soutenant les pays africains haut et fort pour la libération de l'Afrique du Sud et de tout le continent africain, mais aussi en soutenant le droit des peuples africains à l'autodétermination. Aujourd'hui, l'Algérie poursuit ce combat pour libérer la dernière colonie en Afrique et nous soutenons tous cette cause avec les mêmes principes et la même volonté. Nous poursuivons notre lutte tous ensemble pour que le peuple sahraoui voit enfin le jour de l'indépendance. L'Algérie a tellement donné pour l'indépendance des pays colonisés en Afrique et aujourd'hui, c'est une lutte que nous ne comptons pas arrêter. Shall see freedom. Un engagement envers notre continent pour sa liberté certes, mais aussi pour son développement. C'est ce qu'a rappelé l'ambassadeur d'Algérie en France alors que l'Union africaine consacre cette année à l'accélération de la mise en œuvre de la zone des libres-échanges. Monsieur le Président de la République a pris des décisions, des orientations très importantes, le redéploiement de l'Algérie vers nos frères et nos sœurs, notamment à l'issue de la mise en place de la zone de libre-échange, l'encouragement de nos opérateurs à s'impliquer sur le continent, la mise en place de l'Agence internationale de coopération avec un budget de plus d'1 milliard de dollars dédié à la coopération sur notre continent. C'est un geste très fort, plus que symbolique, et qui s'inscrit absolument dans l'esprit panafricaniste qui nous caractérise tant. Les artistes africains sont également à l'honneur tout au long de la Semaine de l'Afrique à l'UNESCO. Plusieurs ont pris part d'ailleurs à l'inauguration solennelle hier avec le même message d'union et de richesse dans notre diversité. C'est un style algérien, mais c'est vraiment africain. Je remercie les autorités concernées. Nous faisons de notre mieux pour réussir cet événement et pour honorer notre drapeau national. When actually it's the opposite. Africa is rich. Notre continent est riche, c'est pour cela qu'il est tout le temps convoité. Nous devons nous réunir pour célébrer notre diversité. From north to south, east to west, greet each other, celebrate each other. And like I said again, celebrate the diversity. La Semaine africaine à l'UNESCO sera ponctuée par plusieurs événements culturels en plus des conférences scientifiques. Les artistes algériens, eux, sont attendus du 6 au 9 juin avec un programme aussi riche qu'innovant. Voilà, c'était là un compte rendu signé Afaf Belouchet à l'occasion de la journée, donc la journée de l'Afrique, célébrée partout dans le monde. Alors, nos amis se sont bien installés, ceux qui passent chaque dimanche. Saga Africa. Attention, les secousses. Saga. Ça va secouer dans un instant avec, entre autres, Yezid Ait Lahidi qui a pris la parole à l'instant. Donc, Yezid, également Djawdet Gessouma à gauche. Qui a marié son pantalon avec la couleur de... de notre jus qu'on nous a servi ce matin. Donc bienvenue à Djawdet. J'ai l'impression qu'il a mis quelque chose dans son jus. Oui, je pense qu'il
appris quelque chose avant de venir, j'ai l'impression. Voilà. قالك ما كاش تنمر. En région, on te dit, allez, on harcèle pas. Mais ça, c'est la bachacha. La bachacha qui nous permet de découvrir aussi le beau sourire de Mariam Moussaïd. Bonjour. Bonjour. Ça va, Mariam? Très bien. Je suis en transition d'Elta. La joie, le rire. En tout cas, voilà. Donc, on a inversé les rôles. Commencé par mesdames, on a commencé par messieurs. Et puis, on fera pareil pour les interventions. On va commencer avec messieurs. Alors, on fait. Yazid, allez. Bon, je vais commencer alors. Je vais parler. Vu qu'il était bien lancé. Ben oui, je vais parler du diamant quand même. Diamant, puisqu'une Algérienne a été élue c'est vrai. présidente du Conseil mondial des diamants. Elle s'appelle Feriel Zerouki. C'est à Londres, donc il y a eu l'Assemblée générale du Conseil d'administration de ce Conseil, et c'est une Algérienne qui est de par son expertise à la tête de cette institution. Elle veille sur les diamants. Les merci diamants. Feriel Zerouki, voilà. Voilà, merci à ce diamant algérien qui vit à Londres. et qui restera, qui brillera sur nous, Inch'Allah. Inch'Allah. Hein? Après, je vais parler d'un autre diamant, c'est l'eau. Oui. Les barrages, il y a eu un remplissage extraordinaire. J'ai essayé de consulter sur les réseaux sociaux et je tombe sur ces images du barrage de Ould Mlaq. Ils ont des noms toujours très difficiles à prononcer. Entre Ouenza et Oued Kebri. Donc à l'est. Donc à Tébessa, dans la vallée de Tébessa. Vous voyez donc, c'est magnifique. Il y a eu quand même un remplissage pratiquement entier du barrage de. Au seuil maximum, ça se voit. Donc vraiment, c'est. On voit ici. Voilà. Ah ben oui. Et puis il y a eu aussi du côté de Taksept, donc Oued Aïssi, à Tizi Ouzou, où le barrage aussi, il y a eu quand même pas comme le barrage de Tébessa, mais quand même, ça commence à. Et puis le problème des barrages, c'est toujours l'envasement. Donc il faut qu'il y ait toujours un travail pour permettre un véritable remplissage de ces infrastructures d'eau. Hydraulique, voilà. Qu'on voit là du côté de. Ça serait un bel investissement de désenvaser les barrages. Ça coûte très cher, mais ça peut rapporter beaucoup. Parce qu'on peut faire du ciment avec la vase qu'il y a dedans. Exactement. Ça peut être vraiment. Donc, avis aux investisseurs. Aux investisseurs dans ce créneau en particulier. Donc, de l'eau à une autre mine d'or, c'est l'intelligence. Puisque les Algériens étaient à l'honneur en Chine, à Shenzhen, donc dans cette ville qui. C'est une grande ville. Au début, c'était un petit port de pêche. Et aujourd'hui, c'est l'une des grandes villes technologiques de Chine, notamment. C'est comme Hong Kong, c'est comme les grandes cités technopoles. C'est des cités dédiées à la recherche. Donc, il y a des grandes sociétés, Huawei, ZTE, etc., qui sont de ce côté-là. Et là, les Algériens ont participé donc à ce concours ICT Academy organisé donc par Huawei, et les 15 étudiants algériens ont remporté la première place dans la catégorie Cloud and Network. Donc ils ont réussi à dominer tous les concours, et notamment les étudiants de l'Institut national supérieur de l'informatique de Oued-Smar, ainsi les étudiants de Béjaïa et d'autres universités algériennes. Donc il y a eu ce grand moment de récompense pour l'intelligence et pour l'innovation made in Algeria. C'est une fierté. Voilà. Après, j'ai essayé de chercher, de lever la tête, et je vois le soleil. Et finalement, j'ai trouvé une information, c'est que 8 photos inédites ont été prises lors d'éruptions solaires. C'est inédit. Ces images que vous allez voir, en fait, c'est magique. Et c'est du côté de Hawaï, donc aux États-Unis, donc le grand télescope Daniel K. Inouye. Donc ce télescope a réussi, qui est de 4 mètres, c'est un télescope extraordinaire qui a réussi à nous donner ces images toutes
artistique, c'est pas de l'abstrait, mais c'est une résolution extraordinaire qui donne une netteté des éruptions solaires avec des points noirs, avec tout ce que vous voyez. Donc merci la science et merci. Ça me rappelle une très belle expérience vécue du côté de Tamanrasset lors du Festival des Arts de la Hagar où on a placé un télescope et tout le monde vraiment avait envie d'observer la Lune. Et c'était magnifique. Il faut dire que chez nous, l'observation du ciel vraiment reste très très intéressante dans la mesure où il y a zéro pollution dans ces zones-là, Tamanrasset, Janet, etc. Quand on place un télescope, très peu de gens savent que Tamanrasset à 1500 mètres d'altitude. Donc on a la bonne latitude de voir. Et là, c'est ce qui est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est ce télescope révolutionnaire qui a réussi à capter et à donner des résolutions haute définition de ces éruptions solaires. Et puis retour sur Terre, et je vous invite à suivre un petit peu ma balade urbaine. Vous allez voir mes petites va-t-il y avoir une plante trouvailles un petit peu au cœur d'Alger. Va-t-il y avoir une plante cette fois-ci? On va voir. Une belle virée du week-end. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a pris plein de photos de ses pérégrinations. Il n'y en a aucune où il y a à manger. D'habitude, il fait toujours le roi de la Loubia ou quelque chose comme ça. Cette fois, il n'a pas fait des choses à manger. À défaut de manger et à défaut de présenter une fleur, mais c'est bien, on a de l'architecture cette fois-ci. Mais on n'a pas que de l'architecture, on a des personnages comme ça qui... C'est comme ce petit vieux et les chapeaux. Oui, le monsieur sur la rue Benchenef du côté de Sidi Très élégant. Et puis le monsieur là qui est du côté de... Moi je pensais que c'était un Cubain qui était là, du côté de la Hollywood et tout, je l'ai pris comme ça, mais chez Blahani. Et bien sûr, le Ktota qui m'a catlek. Le Ktota, c'était au temps du Covid en fait. Hein. Ah, c'est ancien, vous l'avez intégré. Ils avaient la paix. Ils avaient la paix, personne dehors. Ils étaient en territoire. C'est génial. Ah ben c'est super. Voilà, et on passe à Jawdet Guessouma ici présent pour les bonnes feuilles et qui nous emmènera lui aussi une petite virée entre Mestras à 40 km d'Alger vers le sud du côté de Tizi Ouzou pour un salon du livre qui s'est terminé hier. C'est le premier en date. Donc le salon Mestras consacré c'était un hommage à l'écrivain Ali El-Hajjan qui s'est beaucoup intéressé à la Révolution, qui s'est beaucoup intéressé aux gens du cru et tout ça. Donc ce salon lui était dédié. Il a été donc très heureux d'être honoré. Et donc très dynamique la Nabila Goumziane je suis toujours contente quand on honore les auteurs ou les artistes. Surtout quand ils sont vivants d'ailleurs, exactement. Oui, c'est très important. Oui, voilà. Et donc Nabila Goumziane, il y a un phénomène depuis quelque temps qui fait que les directions de la culture sont tenues par des dames. Et je peux vous assurer que ça bouge. C'est une grande dame, Nabila. Voilà, donc Nabila directrice de la culture depuis pas mal d'années. Donc elle initie plein de choses. Donc il y a aussi beaucoup les salons de Bourni, Boujima, Ouagnoun, Aitieni, Atouassif, l'Arbana Tiratan
Et là, bientôt, donc aussi le salon de Tigzit qui aura lieu donc du 1er au 3 juin. Donc ça sera en courant de à la fin de cette semaine. Mostras, c'est connu aussi pour être un site où il y avait des plaques mines. D'ailleurs, il y a même. Non, c'est au niveau industriel. Ah, ouais. Les plaques mines depuis 2 ans, c'est-à-dire le kaki, le fruit, c'est maintenant à destiné à l'exportation. Ah oui, voilà, à rythme industriel. Ils ont fait des essais et ça a super bien donné parce qu'il faut dire que Mestras, pas très loin de Maatkas, à quelques encablures de très belles régions vers le sud, c'est une vallée encaissée avec plein d'eau toute l'année. Donc c'est très végétal, très vert et tout. Et c'est formidable déjà à visiter pour du raisin, des figues, des plaques mines, tout ça. Non, et pour l'acquisition de quelques objets, de matra, de la belle poterie. La poterie aussi, et puis la culture maintenant avec ce nouveau salon qui germe, qui bourgeonne. Mais je me joins à vous, Jawdet Guessouma, parce qu'il est vrai que la Maison de la Culture Mouloud Maamri est la plus dynamique du pays, je le dis sans aucune hésitation. Donc la direction de la culture rayonne sur toute cette wilaya de Tizi Ouzou. Absolument, chaque art a sa place et c'est vrai que quand on consulte le programme annuel de cette institution, on est surpris par la qualité et la quantité des événements organisés. Théâtre, cinéma, quand vous allez sur place, il y a autant que la chambre d'artisanat, Mariam. Il y a des ateliers, c'est formidable. Vraiment, il y a des ateliers à voir comme ça. Vous remarquez le dynamisme à travers les ateliers, les workshops, dessin, théâtre, musique. Il y a plein de jeunes qui ont même des méthodes d'apprentissage de la musique. J'ai vu ça sur place. C'était vraiment formidable parce qu'ils ont même des méthodes pour ceux qui n'ont pas fait solfège. C'est vraiment beaucoup de méthodes d'approche comme ça au théâtre et tout qui sont... Et c'est ouvert, c'est pas ouvert seulement limité à une langue. C'est ce qu'il y a de bien. Donc ça c'est un prélude. Il s'est terminé hier le salon. Et donc il y a un prélude donc au salon de Tigzit qui revient pour sa 2e édition. Donc du 1er au 3 juin, sous le titre, enfin sous le générique de l'écume des pages. Ça rappelle un peu l'écume des jours de Boris Vian. Et je suis sûr que ce n'est pas gratuit. Donc aussi de bonnes découvertes à faire sur place avec les gens habituels qui ont c'est-à-dire qui vont d'une manière usuelle tout le temps sur ces salons. Donc, et puis la région est très belle, hein, Yazid. La région, oui, surtout en ces temps printaniers. Et après ces pluies, je suis sûr qu'il y aura plein de verdure, ça va pas sur le contrôle. Donc les gens vont se régaler, je sais. Il y a aussi alors la Maison de la Culture de Ali Souahi de Khenchla qui accueille dès demain, donc du 29 au 31 mai prochain, la 6e édition des Journées littéraires nationales. Encore une fois, nos hommages à Madame Samia Marzougui, qui est la directrice de la Maison de la Culture de Ali Souahi, organisatrice de l'événement. Elle a précisé que cette 6e édition aura pour slogan l'écriture créative, question de culture, l'homme et le monde. Et il y aura pas moins de 10 conférences dédiées à la littérature et à l'écriture créative et tout ça, avec des spécialistes du genre. Puis après, on va tout de suite se diriger vers la foire du livre d'Abu Dhabi, avec la consécration de Saïd Khatibi, qu'on voit là à l'écran, pour son livre La fin du Sahara. Et donc, il aura pas moins de $10 000, n'est-ce pas? Oui, Saïd Khatibi qui est un écrivain qui monte. Enfin, il est déjà quasiment au sommet. Parce qu'on l'a reçu déjà quand il a écrit un livre sur le rail. Oui. Et Amel, elle était là, lui a dit Khatibi, pensait que c'était son fiancé en fait. Donc Saïd Khatibi est vraiment tout le temps nominé à l'Arab Booker Prize, toutes ces choses-là. Avec Sarajevo aussi. Et voilà, et là, avec la fin du désert Sahara, édité aussi par
soutenu par les éditions Hachette. Donc là, il a vraiment une expression formidable et Khatibi est un des écrivains qui vraiment compte dans le panthéon des écrivains algériens. Mais je n'ai pas encore lu, sincèrement, je n'ai pas encore lu. Hein. Et puis Zahran El-Qasmi, le Omani, qui reçoit aussi donc le prix de international de la fiction arabe, toujours à Abu Dhabi. Et donc lui, il aura 50 000 €. Et là, il a parlé de l'eau. Oui. Il parle de Salem Ben Abdallah, qui est un héros au quotidien dans un village omanais. Et ce héros au quotidien va parler à travers l'œuvre de Zahran El-Qasmi, on va parler de l'eau, paradoxe, où avec les inondations, elle tue, mais quand elle vient et quand il y a une sécheresse, elle sauve des vies. Il va parler, lui, de ce paradoxe. Il va en faire toute une intrigue sur quelqu'un qui va chercher de l'eau très profondément et qui va un peu sauver son village. Comme ça, et donc le récipiendaire du prix aura ses livres traduits en anglais et tout pour élargir le champ. Donc cette foire du livre n'est pas juste comme ça. Il y a tout un ensemble de mécanismes, comme Ithra, qui est aussi en rapport avec l'environnement, mais aussi les arts de manière générale, une grande foire des arts. Donc c'est tout un environnement, un écosystème culturel, et là consacré à la littérature spécialement, qui est construit autour de cette foire du livre pour justement encourager les talents. Et donc voilà, on va terminer sur une petite polémique littéraire. On va polémiquer ce matin. Et on va polémiquer, oui. On va frapper du poing. On forme des équipes. Voilà, on va oublier tout sourire. Et voilà. Voilà, donc Wassini El Araj, on ne sait pas ce qui lui est passé par la tête, mais en même temps, c'est une question, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est pas ce qui est passé par la tête. Et en même temps, il a posé débat parce que pas plus loin que la semaine dernière, il y a eu d'ailleurs tout un ensemble de débats sur une chaîne privée algérienne ou sur les réseaux sociaux d'ailleurs, où Wassini El Araj est venu il est en train de produire. C'est quand même très original ce qu'il vient de produire. Il est en phase d'écriture d'un livre dans lequel il s'approprie le mythe de Hizia, sachant que ce mythe est une vraie histoire. Hizia inspiré d'une histoire. C'est une vraie histoire. Donc lui, il a intégré ça, comme j'ai l'habitude de dire moi de temps à autre, dans le mythe. C'est devenu un mythe, donc cette histoire légendaire, entre guillemets, puisque c'est une vraie histoire, de Hizia, dans laquelle il dit des choses. Je n'ai pas envie de reproduire ce qu'il a dit pour ne pas d'abord casser l'œuvre de Wassini El Araj, c'est un écrivain, donc un auteur, mais en même temps il a dit quelque chose de très perturbant par rapport à la relation Hizia-Saïd, et ça a fait tout un tollé, n'est-ce pas, parce que lui il se dit dans son œuvre, ça aurait pu être ça. Et oui, ça aurait pu être ça, et donc voilà, mais ce n'est pas forcément la vérité. Et lui, il dit ce n'est pas la vérité, c'est une œuvre de fiction sur l'œuvre de Wassini El Araj concernant Hizia. Sans que ce soit pour autant une atteinte à l'honneur de Hizia et à sa tribu. Il a imposé un débat, c'est là où la polémique est le fou d'Elsa, il a existé. Même la Bovary de Balzac, Balzac dit « je suis la Bovary ». Et donc ça pose la question sur quand on interpelle un mythe, enfin une vraie histoire, est-ce qu'on a le droit d'instiller ce doute, d'aller vers la fiction. Alors lui, il dit que j'ai le droit, étant donné que je suis auteur et que c'est une œuvre de fiction. Et donc cette polémique est quand même assez intéressante parce qu'elle pose tout un questionnement sur la réalité. Il a fait du bon marketing alors. La fiction. Voilà, c'est une fiction qui. Oui, vous avez parfaitement raison. Il m'a piqué ma chute, mais bon.
Normalement, je l'avertirai plus la prochaine fois quand j'ai un sujet à présenter. Non, c'est vrai. Est-ce que voilà, mais ça n'empêche que la question est intéressante à être posée, puisque moi, souvent, dans la fiction, les gens ils viennent, ils me regardent. Si je fais quelque chose de transgressif, de subversif, d'assez esthétique, d'assez osé, les gens viennent et ils me regardent comme si j'étais le héros de ma propre fiction. Alors que voilà. Et donc ça pose la question sur le fictionnel, l'esthétique du fictionnel et tout. Donc c'est intéressant. Donc Wassini Al-Hizia, une polémique à suivre quand même, ça peut être intéressant. Est-ce que ça veut dire que c'est Ben Guetton, l'auteur, qui a aimé Hizia? C'est ça ce qu'il voulait dire? Il y a l'instillation de ce doute. Et il y a l'instillation. Saïd serait le Ben Guetton. Saïd serait le Ben Guetton en question. Et une autre chose un peu plus grave qui touche justement à l'honneur éventuellement de Hizia et de cette belle... Nous laissons l'intrigue faire sa route. Et le lectorat. Mais Azouni Yemni El-Mlah reste éternel. Ah oui, absolument. Donc Ababsa... Et tous ces chanteurs qui ont repris ce très beau poème qui met en valeur la belle version Hizia. moderne de Dzaïr qui en a fait une balade rock super. Il y a aussi ces deux auteurs, Amal El-Mehdi, entre autres, qui a parlé de Hizia dans un ouvrage, mais aussi il y a Lazari Lapter qui l'a consacré tout un ouvrage. Aussi qui l'a intégré dans une version contemporaine. Mais le premier qui a écrit, c'est Ben Guetton. Oui, absolument. Absolument. Donc ça reste l'un des grands poètes bardes de notre pays. En plus, c'est une histoire d'amour. Très belle histoire d'amour. L'amour avec les plantes aussi, c'est une grande histoire. C'est une grande histoire d'amour. Effectivement, oui. Donc une grande histoire d'amour qui m'a été inculquée par ma mère. Voilà, que je salue ce matin. Je lui dis bonne fête, c'est la fête des mères bientôt. Oui, absolument, c'est aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois de mai. Et donc voilà, depuis ce matin. Je m'avoir rappelé. Faut pas oublier maman. Donc bonne fête à ma mère. Oui, maintenant. Mais maintenant, il y a madame qui est maman et qu'il ne faudra pas oublier. Oui, j'aurais pu être maman, moi. Mais vous êtes le papa d'une adorable petite fille. Qui sera maman à son tour. Voilà. Bonne fête à toutes les mamans du monde entier. C'est un métier à plein temps, donc c'est un métier à plein temps où il n'y a pas de repos, où on ne peut pas être ni fatigué ni déprimé, il faut être toujours là. Donc pour les enfants, donc on leur passe ce message d'amour et de soutien à toutes les mamans dans le monde. Voilà. Et l'inverse est vrai, ils te le rendent bien, les enfants, je ne sais pas. Oui. En même temps, vous savez, des petits dessins quand ils sont enfants et ça. Je pense que c'est un devoir qu'on accomplit et après il ne faut pas trop attendre en retour. En fait, avec l'âge, je me dis qu'il ne faut pas trop mettre la barre trop haut et trop mettre ce poids sur les enfants, être redevable. Je pense qu'il vaut mieux aimer, donner comme ça. Et après, s'il y a un retour lié, s'il n'y est pas, on a donné, c'est le plus important. Non, mais sa fille, elle place la barre haute puisqu'elle escalade. Oui, elle fait de l'escalade, sa fille, absolument. Justement, je les ai initiés pour pouvoir grimper aux arbres. Donc voilà, revenons à l'amour des plantes. Et aujourd'hui, vous avez choisi une plante grimpante. Une plante grimpante. Comme par hasard. Ça bon pas. C'est la journée des transitions. Tu les as toutes trouvées aujourd'hui. Et lui aussi. Allez. Donc voilà, donc je vous amène en balade à travers l'histoire du bougainvillier qui commence en 1767. Donc c'est Antoine de Bougainville qui part en mission vers l'Amérique latine. Et là, il arrive bien entendu avec un acolyte à lui qui est Philibert Commerson. Donc lui, c'est un médecin et un naturaliste. Donc quand ils arrivent du côté de l'Amérique centrale, ils découvrent cette magnifique plante qu'ils n'avaient jamais vue auparavant, donc avec une floraison magnifique. Ils s'intéressent à cette plante et bien entendu, on prend une boutire et on la ramène en Europe. Quelques petites boutures comme ça qui reviennent au pays. Voilà, quelques petites Parce que c'est vrai que le bougainvillier est une fleur qui, je dirais, est une plante dont les fleurs ont différentes couleurs, pas une seule. Effectivement, et ça, il faut savoir, Radia, que c'est la main humaine qui a fait ça. J'allais poser la question. Voilà, donc à l'origine, c'est le bougainvillier que l'on rencontre le plus souvent, le violet, celui qui est un petit peu violet. Donc c'est celui-là, on va dire, la souche mère qui a été introduit en Europe. Et bien entendu, on a toujours cette curiosité. Petit à petit, on a fait des cultivars
pour arriver aujourd'hui à plusieurs centaines de variétés de bougainvilliers à travers le monde. Donc ce qui s'est passé, c'est que quelques espèces sont parties se disperser à travers le monde, et en même temps, même là-bas, en fait, chacun a travaillé de son côté. C'est pour ça qu'il y a énormément de variétés. Mais aucune n'est aussi résistante que l'espèce mère, donc la variété mère, qui est cette violette que l'on retrouve. Il faut savoir qu'elle est résistante. Très présente en Algérie. Très présente, très résistante. C'est une plante qui s'est acclimatée parfaitement donc, sous nos latitudes. Et même aussi, les cultivars sont arrivés, puisqu'aujourd'hui, quand on se balade un petit peu à Alger, il y a de nouvelles variétés, il y a du blanc, du rose pâle, du pourpre, du rosé, du orangé. Vraiment, c'est vraiment un festival de couleurs. Elles sont un peu moins résistantes que le violet, mais en fait, étant donné que je vous ai dit le climat est bon chez nous, elles s'habituent très très bien et elles s'y plaisent. Donc depuis ces dernières années, il y a encore de nouvelles variétés, elles qui sont bicolores et aussi en même temps à fleurs multiples. Donc c'est pour te dire, Ladia, à quel point ils ont poussé donc, toutes ces recherches et toute cette curiosité. Et en fait, ce qu'il faut savoir avec le bougainvillier, c'est une plante grimpante, bien entendu, c'est une plante qui aime des tuteurs, on peut la mettre comme ça sur une palissade ou autre chose. Elle a quelques petits piquants, pas beaucoup, pas autant que le rosier, mais en fait, elle ne fait pas de mal. Je ne sais pas si tu as l'habitude de voir, Ladia, quand on voit comme ça des peupliers, des sapins aussi. En fait, on voit tout le bougainvillier comme ça accroché autour. En fait, ce n'est pas une plante, on va dire, invasive, qui ne va pas aller puiser de la sève de la plante. Elle va juste c'est pas un parasite. Voilà, exactement. Elle est autonome. Céder, exactement, céder à grimper. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'elle a la particularité de fleurir plusieurs fois par an. On sait par exemple comme la glycine, elle ne fleurit qu'au printemps. Il y a énormément de fleurs qui fleurissent 1 à 2 fois par an. Mais en fait, non, ce qui est beau avec le bougainvillier, en ce moment, il est en fleurs. Pourquoi? Radia, parce qu'en fait, dès qu'il y a des moments de sécheresse, dès qu'il y a des moments où il y a un petit stress hydrique, ce qu'il va faire le bougainvillier, c'est qu'il va fleurir. Et là, normalement, il devait fleurir au mois de juin, vraiment vers la mi-juin. Étant donné qu'il y a eu quelques jours de très chaud, quelques semaines. Il y a eu une hausse de la température. Une hausse de température, pas de pluie. Ce qu'il a fait, c'est que le bougainvillier s'est mis à fleurir. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est très, très beau en ce moment. Ça a fleuri un peu avant. Il y a une phrase que ma grand-mère répétait souvent. Elle disait « l'ard halmet ». En voyant comment on appelle ça, les fleurs là jaunâtres qu'on voit dans les prés. Ah, les petites clochettes là, petites clochettes, là, comment ça s'appelle? Les jonquilles? Non, c'est pas les jonquilles, c'est peut-être les pâquerettes. Les pâquerettes, oui. Voilà. Marguerites. Voilà. Pas les marguerites, mais c'est surtout les pâquerettes qui, lorsqu'elles ont comme ça, ou le pissenlit, quand il y a de la chaleur comme ça, il a tendance à fleurir avant terme. Je pense qu'elle va nous proposer quelques... Kelly. Vous êtes Jean Kelly qui danse sous la pluie. C'est le seul qui est content de danser avec un parapluie. Avec un parapluie, on dansera aujourd'hui aussi. Hein. Oh, il pleut sur Alger, effectivement. Il pleut. Une très très bonne pluie. Oui, moi, j'étais ravie ce matin en me réveillant avec la pluie. C'est une pluie assez douce, donc ça va. Inch'Allah, il n'y aura pas d'intempéries ni d'inondation parce que quand même la semaine dernière... il y a eu quelques dégâts. Eh ben c'est ça. Voilà. Donc le bougainvillier est magnifique. Donner encore quelques petits détails sur la fleur. Donc en fait, quand on voit le bougainvillier, les pétales qu'on voit tout autour, ce n'est pas la fleur. En fait, la fleur c'est ce qui est à l'intérieur. La petite. Cette petite, c'est elle la fleur. Donc le reste, c'est juste des bractées qui protègent la fleur. C'est elle qui est couleur un petit peu ivoire et qui donne cette particularité au bougainvillier. En fait, on dirait qu'il y a un peu de lumière au centre de cette fleur. C'est ça qui fait la beauté et on va dire tout le charme, le contraste du bougainvillier. Donc on peut le trouver un peu partout Radia de nos jours, donc avec des prix très abordables au départ. Quand les cultivars sont rentrés, donc en ce qui concerne le orange, comme tu me disais à l'instant, en fait, ce qui est beau avec le orange,
c'est qu'en fait, il démarre. La fleur, quand elle vient juste de fleurir, en fait, elle est orangée. Et comparée aux autres, en fait, en fanant, elle prend encore une couleur un peu rosée. C'est ça qui est beau. Donc, on a l'impression que la floraison dure plus longtemps que les autres variétés. C'est ce qui est beau avec ce qui serait bien aussi, c'est que toutes les personnes qui construisent des maisons individuelles, ils pensent et qu'elles plantent tout en élevant leur édifice, qu'il y ait des plants comme ça, et que ça fleurisse, et ça fait de très jolis murs fleuris. Effectivement, Radia, donc très souvent quand je me balade dans Alger, je vois de belles demeures avec des murs très très hauts pour cacher l'intimité et tout. Donc pourquoi pas essayer Il faut le dire aux gens de l'Hamis de le faire quand même. La est d'un peu partout, je te promets. J'imagine. Ah oui, dans ces lotissements, ça peut changer quand même. Hein. Voilà, tous ces lotissements qui sont là, sans arbres, ça coûte rien de faire des... En fait, effectivement, ça coûte rien d'abord au niveau du prix, Radia, puisque un plant de bougainvillier d'à peu près 80 cm de haut, ça va chercher 400-500 dinars. Et il faut savoir qu'au bout de même pas une année, ça va fleurir, ça va grandir. C'est une plante qui a une... Ça va offrir énormément de plaisir aux yeux. Donc pas gourmande. C'est un régal. Exactement. Pas gourmande en eau. Ce n'est pas une plante qu'il va falloir arroser très souvent. C'est ça qui est sympathique. Donc moins on l'arrosera et plus elle fleurira. Donc c'est vraiment tout bénéf. C'est excellent. Vraiment tout bénéf pour nous. C'est excellent. Mais ce qui est beau encore avec le bougainvillier, c'est plus on le coupera, plus il fleurira. Parce qu'en fait, si on la laisse faire que ça de longues tiges, le bougainvillier va développer du bois et du feuillage, alors que si on commence un petit peu, bon, pour certains, ceux qui s'y connaissent, on pourra prendre les feuilles, les branches plutôt, et un petit peu les chignonner. En fait, ça va obliger la plante à fleurir encore. Ou alors, si on est feignant, on va prendre juste un sécateur, on coupe un petit peu pendant l'hiver. Les bouts, et ça nous donne... On va pouvoir comme ça avoir une splendeur à profusion, et peut-être ça va inspirer certains écrivains. Oui. Je peux me permettre une dernière transition? Bien sûr. Vas-y, Radia. Alors voilà, la dernière transition, c'est pour offrir un beau bouquet de bougainvilliers, non pas une maman, mais à un papa. Ah, c'est bien ça. Oui, parce que même les papas ont droit quand même à des égards, et en l'occurrence, le papa de notre collègue ici présent, le caméraman Mahrez, donc qui souhaite vraiment longue vie à son papa Mahmoud El-Hanafi. Donc nous aussi, on se joint à notre collègue pour lui souhaiter une longue vie jalonnée de bonheur et de plaisir et de partage avec les siens et tous ceux qu'il aime. Voilà. C'est un joli prénom, Mahmoud El-Hanafi. Voilà, qui était envoyé en direction de ce papa, donc qui a de quoi être fier en tout cas. Voilà. En tout cas, on le disait tout au début de l'émission, c'est la journée des mamans. N'oubliez pas vos mères, où qu'elles soient. Donc un petit mot, un petit geste, voilà, une petite phrase comme ça, une petite fleur, alors pourquoi un pas. gros bisou déjà. Un gros bisou, un câlin, c'est déjà pas mal en tout cas. Merci les amis, donc merci Mariam Moussaï pour ce beau voyage avec le bougainvillier. Merci à Jawdat Ghazzouma pour la belle polémique et aussi le voyage littéraire. Et puis, aujourd'hui, nous avons eu droit à beaucoup de coups de cœur et peu de coups de gueule. C'est pas mal. Aujourd'hui, la prochaine fois. C'est excellent. Donc merci les amis, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à tous ceux qui sont avec nous ce matin depuis 8 heures. Voilà, merci pour votre fidélité. Si vous suivez souvent nos programmes, on vous salue donc et on vous souhaite une excellente journée. On vous donne rendez-vous demain pour le meilleur de l'actualité en matinée, mesdames, messieurs. Ravi de vous avoir servi ce matin et je vous dis à demain, même heure.